On se lance et on va passer un super moment. Je suis trop content en tout cas. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Alors, il y a une tradition dans le podcast. C'est de la main gauche parce qu'on a le micro dans la main droite. C'est le clap. T'es prêt ? Allez, je suis prêt. 1, 2, 3. Ah, pas mal. Un peu plus tonique. Allez. Mais non, mais... jamais 203. Allez. Salut Thomas. Hello Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. On est aujourd'hui réunis à Annecy, dans le magasin Iron, installé au cœur du centre commercial des Galeries Nouvelles. Cet épisode est proposé par Iron et Millet, deux marques qui travaillent main dans la main depuis des années avec une même exigence, équipées au mieux les trailers et les passionnés d'outdoor, ce que nous sommes, voilà, deux univers qui sont unis par l'amour de la montagne et l'envie de mettre en lumière celles et ceux qui vivent avec passion. Et la passion, c'est quelque chose qui t'anime fort. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler dans plein de registres. Merci aussi à Guillaume et à son équipe qui nous reçoivent aujourd'hui pour leur chaleureux accueil à l'aube ce matin parce qu'il est tôt. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une interview. Ah si, j'ai déjà fait une interview après une Saint-Élion à très matinale, mais là, il est 8h30, on tombe du lit ou presque. Tu as eu le temps d'aller courir ce matin là, Thomas, ou pas ? Et non, juste le temps de déjeuner, de venir en vélo. Hein. Mais et de prendre la petite saucée. Et de prendre la petite saucée, exactement. Thomas, on enregistre cet épisode le mercredi 11 février. C'est une actualité qui est chargée dans l'histoire. C'est toujours l'instant éphéméride de début de podcast. Ce même jour de 1847, Thomas Edison, le pionnier de l'électricité et de l'enregistrement sonore, est né. Donc c'est un peu grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Avec l'enregistrement sonore, ça peut nous aider pas mal et qu'il y a de la lumière pour nous éclairer, c'est pratique. C'est aussi la naissance de Kelly Slater. Je ne sais pas si tu connais ce sportif qui a été 11 fois champion du monde de surf, mais dans la mer. Il est connu pour être le plus grand surfeur de tous les temps. Est-ce qu'on pourrait le voir un jour sur ce genre de planche ? Ah, peut-être, mais pas longtemps debout, quoi. Peut-être à plat ventre dessus, mais... Et du snow, t'en fais en version hivernale ? Du snow, j'en fais, oui. Parce que du coup, vu que j'ai mon monitorat de ski, je donne quelques cours de snow aussi. Je suis pas le plus expert, mais j'en donne quelques. Et pour conclure, c'est très contextuel. C'est aujourd'hui les 98 ans de la cérémonie d'ouverture des JO à Saint-Maurice. Voilà, donc c'est un sujet qui nous occupe pas mal aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure. Là, il y a quand même des petites séances de visionnage de JO qui nous occupent pas mal en ce moment. C'est ça, et qui nous attendent encore. Ouais, t'es assidu ? Ah, je suis assidu. Ouais. J'essaye au mieux en tout cas. C'est quoi les sports que tu suis avec intérêt ? Ah, le biathlon et le ski alpin surtout. Okay. C'est les deux sports qui m'animent bien pendant l'hiver, quoi. Bon, il y a des gros rendez-vous aujourd'hui, on espère qu'il y aura des médailles. Thomas, c'est la traditionnelle question d'ouverture du podcast. Je vais te demander de te présenter, mais je t'impose une contrainte. On ne peut pas parler de sport à ce stade. Alors, moi, je m'appelle Thomas Butez. Je viens de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. J'ai 25 ans. Du coup, là, j'habite sur Annecy depuis 3 ans. Je suis chef de produit chez Millet, donc sur des parties de sport, donc sur le trail et sur l'alpinisme. Bip. Et après, sinon, voilà, je suis passionné de plein de choses, notamment d'environnement, de voyage. Et puis là, je me plais bien dans mon petit coin d'Annecy maintenant. Ouais, t'es pas malheureux ici. C'est quoi ta petite passion secrète là quand t'as une petite heure devant toi au calme ? Qu'est-ce que tu vas aller faire ? J'aime bien cuisiner, moi. Okay. J'aime bien cuisiner. Je suis pas forcément expert, mais en tout cas, c'est quelque chose que... Ta petite spécialité ? Ah, des petits gnocchis, hein. Ok. Des petits gnocchis, maison ? J'adore. Maison, de temps en temps. Okay. Et quand j'ai un petit peu la flemme, voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de faire des petites sauces à côté. Et puis sinon, j'aime bien un peu la pâtisserie, tout ça aussi. Thomas, on va remonter le temps ensemble et revenir à ta pratique sportive dans tes jeunes années. T'en as parlé déjà il y a quelques instants. Il y a le ski alpin qui a trouvé une place très tôt dans ta vie. Est-ce que, aussi loin que tu t'en souviennes, le ski a été là ? Comment est-ce que tu t'es emparé de ce sport ? Alors, mes parents faisaient du ski depuis toujours. Et du coup, naturellement, je me suis mis au ski alpin quand mes parents m'ont mis au ski à l'âge de 3 ans. Donc, j'ai débuté sur des tout petits skis. Et puis après, j'ai commencé la compétition à l'âge de 8 ans en alpin. Donc là, c'était des toutes petites compétitions. Mais voilà, on progresse vite à cet âge. Et les parents, ils étaient trop contents de nous voir là. Et nous, surtout. Ça te plaisait, la compète ? Ah, moi, j'adorais ça. Okay. J'adorais ça. C'était fun. On faisait des petits border cross, des petits slaloms. Enfin, c'était génial. Et après, à 10 ans, donc quand je suis arrivé en 6e, j'ai fait le choix d'aller en internat pour faire une section sportive ski. Donc à Besse, qui est proche de Super-Besse, donc dans le Massif central. Et depuis, donc, j'ai fait 7 ans d'internat, tout mon collège et tout mon lycée, pour associer le ski avec les études. J'avais déjà cette idée un peu du double projet dès mon plus jeune âge. Et donc l'alpin, il a vraiment drivé un peu tout mon sport et tout mon jeune âge, en fait, pendant l'hiver, quoi, dans l'objectif de passer mon monitorat de ski. Et tu avais des ambitions peut-être de haut niveau ? Est-ce que tu as aspiré à ça à un moment ? Au début, oui, mais quand on allait faire les courses dans les Alpes et qu'on prenait des petites roustes, on a vite compris que ça allait être plus compliqué. En fait, on n'a pas du tout les mêmes conditions d'entraînement quand on est
en Auvergne, en ski, 2 mois de moins sur une saison qui en fait que 5 déjà. C'était vite compliqué. Par contre, ouais, j'avais cette aspiration quand même du haut niveau. J'essayais de tout mettre en œuvre pour réussir au mieux. Et après, l'idée, c'était quand même de passer ce monitorat de ski qui était quand même assez compliqué, que j'ai mis du temps à passer. Mais en tout cas, voilà, j'aimais cette démarche de performance déjà, quoi. De travailler, de mettre en place différentes choses pour progresser, ouais. Et donc, dans le cadre de ta préparation au ski, la course à pied qui a trouvé sa place naturellement, c'était aussi un de tes piliers, j'imagine, d'entraînement. Qu'est-ce qui t'a séduit ou pas d'ailleurs quand tu as commencé à t'entraîner? Enfin, ça faisait partie, j'imagine, de ta prépa physique. Est-ce que c'était un plaisir? Est-ce que c'était tu traînais un peu les pieds au départ? C'est ça, en fait. Donc, l'été, on faisait pas mal de sport outdoor pour préparer la saison d'hiver. Donc, c'était du vélo, c'était un peu de l'escalade, c'était des raids et un peu de trail. Et en fait, déjà, j'ai quand même assez vite vu qu'il y avait un petit peu plus de potentiel, en tout cas qu'en ski. Sur les petits crosses du collège ou les choses comme ça se passait toujours bien. Et en fait, ce que j'aimais un peu plus que dans le ski, c'était que tout le monde était vraiment dans les mêmes conditions, quoi. On n'avait pas En ski alpin, on part avec des dossards. Le dossard impacte vraiment parce que le parcours se dégrade en fait au fil des passages. On n'a pas du tout les mêmes conditions climatiques. Le matériel change vraiment. Et du coup, ce que j'ai aimé dans le trail, c'est que tout le monde est dans le même contexte, en fait. Et ça m'a plu. Et en plus, j'ai vraiment apprécié la mentalité des gens. C'est un sport qui est simple, où voilà, les gens sont très humbles. Et ça m'a vraiment plu, en fait, dès le début. Et c'est ça qui a fait que j'ai accroché à cette discipline, quoi. Et donc, à quel moment tu t'es dit que tu avais certaines qualités, tu as pu formuler peut-être des rêves d'aller un peu plus loin? Et puis, voilà, est-ce que tu as le souvenir d'un déclic, d'une course, peut-être de mots que des gens ont pu t'adresser, qui t'ont donné confiance? Alors, il y avait déjà les petits crosses du collège, où là, j'avais gagné les crosses du collège. Donc, c'est un peu le truc sympa quand on est jeune. Et après, c'est en 2021 que j'ai pris ma première licence. Donc, j'étais en 2e année de STAPS. Et c'est là que je me suis dit que j'allais essayer de mettre en place des choses pour progresser, parce que je voyais qu'il y avait un petit peu de potentiel et j'avais envie de progresser là-dedans. J'étais pris de passion, en tout cas, pour ça. J'avais fait mes premiers trails en compétition. Il y avait eu 1 ou 2 petites victoires sur des petits trails locaux. Mais en fait, c'est ce qui donne envie au début de progresser, quoi. Et c'est ça qui a un peu déclenché cette envie de faire un peu de progresser, en tout cas. C'était quoi ton plus bel espoir, justement, à ce moment-là, quand tu avais ce début d'aspiration à avoir des résultats dans ton rêve le plus fou? T'imaginais quoi? Je me projetais même pas, j'avoue que je me projetais même pas à long terme, et jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait pu avoir des résultats comme il y a pu avoir l'année dernière, par exemple. C'était plus, en fait, à court terme, voir une progression, quoi. J'aimais cette sensation d'une séance à l'autre progresser, de gagner quelques secondes sur des milles quand on faisait des courses sur route, de se sentir progresser en montée. En fait, c'est ça que j'aimais. Et du coup, je voyais vraiment plus à court terme cette progression, tout en faisant les choses bien sur le long terme. Et en fait, je me projetais pas du tout, j'avoue. On va revenir un peu plus longuement là sur ta saison 2025 et puis sur les projections sur ce qui t'attend cette année. Si on remonte là encore un peu le temps, toutes les premières courses peut-être d'envergure un peu plus nationale, ça a été quoi pour toi la première qui a été vraiment marquante et significative? Alors, je pense que la première course un peu marquante, ça a été les championnats de France universitaires de trail, donc qui étaient en 2022. Donc moi, j'ai fait une année, donc j'ai commencé en 2021, j'ai eu beaucoup de blessures au début, les petites blessures que tout le monde connaît, les périostites, les petits TFL, des choses comme ça. Donc je pouvais pas vraiment, j'arrivais pas à installer de la consistance dans mon entraînement. Et en 2022, donc je suis arrivé sur Annecy aussi pour un stage que j'avais fait chez Scott. Et du coup, là, j'ai réussi un peu à m'entraîner de manière plus structurée. Et en fait, j'avais le championnat de France universitaire, parce que j'étais encore étudiant, qui avait lieu au Trail and Loo, donc c'est pas très loin de Besançon. Et là, donc, inattendu, mais j'avais gagné la course. Et en fait, ça m'a un peu motivé dans cette idée de se dire, OK, le travail paye et il faut continuer à bosser, parce qu'il y a des résultats si on arrive à mettre en place les choses, quoi. Et c'est un peu, même si c'était une petite course, c'est quelque chose qui m'a un peu donné envie vraiment de progresser. Et après, il y a eu 2 mois après les championnats de France de trail qui avaient lieu à Salers, dans le Cantal. Et donc, c'était la première fois que je courais la distance. C'était 27 km ou 32 km, je sais plus. Et moi, j'avais jamais couru plus de 25 km. Et là, j'ai fait un podium en espoir derrière Simon Pacard. Et j'ai fait 10e ou 9e au scratch. Et là, je me suis dit que, OK, il fallait vraiment pousser sur l'entraînement. Tu as eu ensuite très vite des beaux résultats. C'est quoi aujourd'hui ta course de cœur? Au niveau des résultats? Ouais, l'environnement dans lequel tu aimes le plus évoluer, la course qui te fait le plus envie. C'est Chamonix, quand même. Ouais. C'est les courses de Chamonix, notamment sur le marathon du Mont Blanc. Moi, j'ai un coup de cœur pour cet événement. Donc, j'ai fait plusieurs fois le cross et une fois le marathon. 3e place en 2023. C'est ça,
troisième place en 2023 et troisième place aussi en 2025. Donc 2 troisième places. Et en fait, j'adore cet endroit, j'adore cet événement. Et c'est un endroit dans lequel je me sens vraiment bien, en fait. Le ski alpin, c'est la recherche de la ligne parfaite, de la trajectoire optimale. Qu'est-ce que tu as gardé de cette école dans ta manière d'aborder aussi la course à pied? Est-ce qu'il y a un héritage de ce que tu as pu apprendre dans le ski? J'ai l'impression qu'il y a un héritage déjà un peu sur les trajectoires. C'est tout bête, mais en fait, à chaque fois en course, je cherchais à être le plus court en fait en termes de trajectoire. Prendre toujours l'intérieur d'un virage et jamais l'extérieur. Ça, j'ai essayé au maximum. Et après, j'ai l'impression qu'il y a des bénéfices en descente, notamment en fait, sur le fait de... La lecture du terrain? La lecture du terrain, le fait d'un peu débrancher aussi pour mettre de côté un peu les peurs et le relâchement aussi en descente. Donc c'est plutôt en descente que je vois les bénéfices. T'as pas peur en descente? Jamais? C'est toujours une question qui m'intrigue en fait. Moi je sais que j'ai le frein à main, mais toi t'arrives à être complètement libéré en descente? En courant? Ouais. Ouais. J'ai pas trop peur, j'ai pas trop d'appréhension. Bon, du coup, ça m'a valu quelques petites chutes, mais j'ai pas trop d'appréhension, non. Tu pratiques aussi le ski alpinisme en hiver. Je crois que c'est relativement récent comme découverte. Qu'est-ce que ça t'apporte en complément de ce que le trail t'apporte sur des pratiques qui sont plus printanières, estivales? J'imagine que c'est un équilibre, une belle balance. Qu'est-ce que tu viens puiser dans chacun et à quel point ils s'entremêlent bien? Alors, ça fait 2 ans du coup que je pratique le ski alpinisme, parce que j'ai fini mon monitorat de ski alpin en 2024. Et avant, tous les hivers étaient consacrés à ça, en fait, avancer dans le diplôme, donc faire du snowboard, différentes choses pour justement finir ce diplôme qui m'a pris pas mal de temps. Et du coup, j'ai pu enfin prendre un premier hiver pour moi l'année dernière, enfin de 2024 à 2025. Et là, moi, ce que je voulais, c'était essayer le ski alpinisme, quoi, un sport qui cumulait en fait à la fois le côté descente qui me plaisait en ski alpin et l'effort d'endurance de la montée qui me plaisait en trail. Et je me suis dit que ça pouvait être un sport qui pouvait que me plaire. Et donc, on s'est mis à faire ça l'hiver dernier. Et j'ai commencé à avoir des séances aussi en ski. Et en fait, coup de cœur pour l'activité. Aussi un bon moyen de changer un peu l'entraînement, de sortir de la routine, de faire du volume sans impact, d'être quand même en montagne. Et j'ai fait ma première course l'année dernière en duo, donc qui était la Belle Étoile avec un copain à moi de Clermont, Antonin. Et ça a été le coup de cœur pour l'activité, que ce soit aussi la mentalité des gens, l'effort, les paysages dans lesquels on évolue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire un peu dans les années à venir, du ski alpinisme pendant l'hiver, ouais. Ouais, c'est presque étonnant que tu l'aies découvert aussi tard, non? Ah oui, complètement. Surtout que voilà, je courais depuis un moment, je faisais plein d'activités. Après, en Auvergne, c'est un peu plus compliqué le ski de randonnée, on a moins de dénivelé, ou on n'a pas les mêmes conditions. Mais quand je suis arrivé ici et que j'ai eu mon premier hiver pour profiter, ah oui, direct, j'ai sauté sur l'opportunité d'en faire. Donc là, tu pratiques beaucoup là en ce moment? Là, je pratique pas mal. Alors, vu que moi, j'habite sur Annecy, donc je vais pouvoir y aller 2 jours, 3 jours par semaine à peu près. Mais dès que les conditions elles sont bonnes, j'essaie de monter tous les week-ends vers la Clusaz, vers la Tournette, tous ces coins un peu dans les Aravis. Thomas, pour clôturer cette première partie de l'épisode et ta présentation, on va passer au questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques à te poser. La première d'entre elles, le moment de ta vie que tu aimerais revivre? Ah, je pense que ce serait les championnats du monde de l'année dernière. Ouais. En fait, c'était un rêve depuis plusieurs années. Enfin, depuis que j'ai vraiment commencé cette démarche de haut niveau. Ça a été un moment incroyable de partage, d'émotion, même sportivement. Enfin, vraiment, ça a été un super moment, quoi. Et j'avoue que je suis prêt à tout remettre en place pour revivre ce moment. Donc, j'espère dans 2 ans. Ouais, bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que tu pourrais être amené à revivre. C'est ça. Ouais, c'est pas un instant de vie ou de hasardeux, c'est vraiment quelque chose que tu peux remettre en place et aspirer en tout cas à connaître à nouveau. La leçon la plus difficile que tu as apprise dans la vie jusqu'à maintenant? Alors, j'ai pas eu beaucoup de problèmes, de coups durs. J'ai fait un surentraînement justement à la suite des championnats de France de trail en 2022, où là, par contre, pendant 4-5 mois, ça a été assez compliqué sur tous les plans. Et du coup, j'ai vraiment appris à m'écouter depuis ça, en fait. Et maintenant, je suis très à l'écoute de moi sur tous les plans, en fait. Physique, mental. Donc, tu peux couper sans avoir de scrupules? Sans scrupules. S'il y a un jour où je sens qu'il ne faut pas faire l'entraînement parce que je suis fatigué, parce que je ne le sens pas, j'ai aucun scrupule à ne pas le faire. Et je préfère être à l'écoute et miser sur du long terme, en fait, et pas me blesser ou pas faire la séance de trop. Maintenant, ça a quand même changé ma vision de l'entraînement. Beaucoup de sagesse. Exactement. Dernière question pour toi, Thomas. Si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personnalité au sens très large du terme, qui est-ce que tu choisirais? Quelle serait la première question que tu aimerais lui poser? Alors, je pense qu'il y aurait 2 personnalités dans l'idée. On élargit la table. Il y aurait, sportivement, ce serait Serena Williams, je pense. Okay.
je suis assez admiratif du parcours, du travail qui a été fait. Et voilà, c'était une personne qui travaillait en famille et du coup, je serais intéressé de comprendre comment elle a réussi à mêler sa démarche de haut niveau avec le côté familial, en fait, parce qu'elle jouait contre sa sœur, c'était son père qui l'entraînait. Enfin voilà, il y a quand même une histoire qui est assez particulière. Et sinon, ce serait Nelson Mandela. Je suis assez admiratif aussi de la personne et ce qui a fait qu'elle a pu justement mettre de côté certaines choses qui se sont passées et qu'il a pu vivre pour ensuite améliorer les choses dans son pays, quoi. Je suis assez admiratif de la personne. Il aurait fière allure ce dîner. Ah oui, ça serait un Nelson dîner pouvait revenir et Serena. T'es bon en anglais, Serena? Tu te débrouillerais pour lui poser les questions que tu veux? Me débrouiller, oui. Il y a encore un peu de progression. Elle a essayé de refaire un comeback là, non, tout récemment, j'ai l'impression. Ah, je sais pas trop. Ouais, je crois à 41 ans, il me semble qu'elle est revenue sur le circuit encore. Elle avait déjà fait un premier comeback, je crois, et là, elle a retenté des choses récemment, il me semble. Ouais. Thomas, on va ouvrir un nouveau chapitre de ton parcours et la coexistence de ton double projet à la fois professionnel et sportif au sein de Millet. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire comment tu es arrivé chez Millet? En fait, c'était originellement en alternance. Comment elle s'est opérée, votre rencontre? Alors du coup, c'est ça. J'étais en deuxième année de master, donc à Clermont-Ferrand. Et moi, il fallait que je trouve une alternance autour du marketing un peu. Et moi, ce que je voulais depuis toujours, c'est travailler dans une structure de sport outdoor, mais qui prenait en compte toutes les valeurs autour de l'environnement. Ça, c'était vraiment quelque chose de clé. C'est pour ça que j'avais fait un bac STAV, qui est le seul bac qui propose de l'écologie aussi. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Millet en alternance en tant qu'assistant chef de produit. Je suis arrivé en septembre 2023. Et tu connaissais bien l'entreprise à l'époque? C'était une marque qui te faisait rêver? C'était une marque qui me faisait assez rêver parce que voilà, je voyais mon père qui avait depuis toujours des produits Millet. Il y avait ce côté montagne, ce côté marque française, les valeurs qui me plaisaient. Et là, du coup, j'ai trouvé en fait tout ce qui me plaisait. J'ai trouvé une entreprise qui me plaisait, qui était à Annecy où moi je voulais vraiment habiter, avec un poste qui vraiment m'attirait depuis toujours. En fait, le côté chef de produit, développement de produits, coordination de la collection, ça c'était quelque chose qui m'animait vraiment. Et du coup, j'étais très heureux d'intégrer cette alternance. Ouais, peut-être toutes les valeurs dans lesquelles tu te retrouvais, c'était quoi? En quoi tu as senti un alignement pour avoir aussi pas mal échangé avec les gens de Millet? Il y a une dimension humaine au-delà de la vision d'entreprise. Enfin, il y a une incarnation. J'ai fait un épisode avec Romain notamment, qui exprime très bien, je pensais qu'il incarne bien. Il y a aussi cette dimension-là, au-delà de la vision de l'autre d'entreprise, il y a ceux qui l'incarnent. En fait, c'est ça, on a vraiment l'impression d'intégrer une cordée, un vrai groupe, une équipe, et où il y a des moments de partage extra professionnels qui sont hyper intéressants et hyper sympas. Il y a une ambiance qui est très chouette, tout le monde est investi dans le sport. Il y a quand même pas beaucoup d'entreprises où le matin, avant d'aller au travail, on peut faire du ski de rando au lever de soleil avant d'aller au travail, ou à midi, à l'inverse, on peut aller faire des tours de vélo avec tout un groupe et se retrouver 2 heures après en réunion à parler de sujets plus importants. Moi, j'ai vraiment apprécié ça, quoi. En fait, c'est la simplicité, et pour autant, quand il faut travailler, par contre, on travaille, quoi. Et c'est ça que moi, j'aime bien. La discipline. Exactement. Comme un sportif de haut niveau. Donc, tu es arrivé en 2023, si je ne dis pas de bêtises, en alternance. En fin 2023 aussi, je crois que tu rejoins l'académie Sidas Matrix, qui est nouvellement Colibri Trail Academy depuis le printemps 2025, un team qui est soutenu avec conviction par Millet. C'était quoi tes attentes en rejoignant le team à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a changé concrètement et apporté à ta pratique et à tes progrès? Alors justement, en fait, l'année 2023, elle s'était assez bien passée sportivement. J'avais fait une petite année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2 pour avancer dans mon monitorat de ski. Et l'été, je m'étais un peu consacré au trail. Et il y avait eu quelques bons résultats qui ont fait que j'ai pu intégrer l'académie Sidas Matrix en début d'année suivante. J'étais un peu trop âgé pour l'académie et un peu trop jeune pour le team élite, en fait. J'étais un peu dans cet entre-deux. Et du coup, je pouvais bénéficier en fait des stages du team élite, mais j'étais aussi avec l'académie quotidiennement. Et moi, en fait, ce que je voulais le plus au travers de ça, c'était un encadrement, en fait. Être encadré, être entouré par des personnes qui sont bien plus compétentes que moi dans leur domaine et qui me permettraient de progresser tout en étant épanoui à long terme, quoi. Et plus revivre justement ce que j'avais un peu vécu au travers du surentraînement. Et en plus, ce que je voulais, c'était intégrer une équipe, quoi, partager des moments forts. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé, quoi. Je me suis senti direct très bien dans cette structure. Et j'étais très heureux d'en faire partie, quoi. Ça a permis vraiment de progresser tout en étant épanoui ces dernières années.
Thomas, donc tu as un statut d'athlète, mais aussi chef de projet, sur lequel on va revenir un peu plus en détail après pour bien comprendre à quoi ressemble ton quotidien. Est-ce que c'est cette idée de double projet, donc tu as toujours aspiré, c'était quasiment un prérequis en rejoignant Millet? C'était ça aussi l'idée, c'était indispensable? C'est ça. En fait, c'est marrant, j'ai quasiment eu tout le temps un double projet au final parce que voilà, mon collège, mon lycée, je l'ai fait en section sportive. Donc, il y avait déjà cette idée de cumuler les études avec le sport. Et quand j'ai rejoint Millet, ils ont bien vu que voilà, moi, j'aspirais à progresser en trail, j'avais intégré l'académie et ils m'ont proposé un aménagement du temps de travail. Et ça, c'est super chouette quand même. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, je pense, qui proposent ça. Donc 80%. 80%, c'est ça. Donc, je travaille pas le vendredi. Et en fait, ça me permet de trouver un équilibre qui est hyper important pour moi, hyper fort, et qui me permet à la fois de m'entraîner au mieux et en même temps d'être efficace dans mon travail parce que j'ai pas de frustration de ne pas arriver à m'entraîner parce que j'ai ces 3 jours qui me permettent de faire des bons blocs. Donc, grâce à ça, je me sens mieux dans mon travail. En fait, j'arrive à être plus, je pense, performant, si on peut dire, dans le travail. Et à l'inverse, à mieux m'entraîner aussi sur la partie sportive, quoi. Et en plus, tu peux faire des podcasts le mercredi matin. Exactement, franchement. à 8h. Sous la pluie, parfait. À vélo pour venir. Ton rôle, il a évolué chez Millet là, depuis ton arrivée en 2023. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, concrètement, là, pour projeter nos auditeurs dans ton rôle de chef de produit trail? C'est quoi ton périmètre, tes missions? Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, moi, je suis chef de produit donc, sur le trail, sur la partie appareil et le sac à dos. Et je gère aussi la partie vêtements de l'alpinisme. Mais je suis plus, on va dire, je suis plus connaisseur en tout cas sur la partie trail. Donc appareil c'est textile, hein, c'est ça? Appareil c'est textile, c'est ça. Et du coup, le chef de produit, c'est un peu le chef d'orchestre du développement des produits et de la gestion de sa collection en fait. Donc moi, si on peut dire, je suis le responsable de ma collection, donc appareil et sac en trail. Et c'est moi qui vais initier le développement de nouveaux produits. Donc, qui va faire des briefs aux designers, aux développeurs pour développer des nouveaux produits. Ce développement, je viens le faire soit grâce à des retours de commerciaux qui me demandent un nouveau produit de la concu, parce que les concurrents, ils ont un produit qui marche bien et qu'il nous faudrait nous, soit par un retour athlète, parce qu'il faut un produit pour les athlètes qui soit plus performant. Soit une partie de veille aussi, j'imagine, non, au sens plus global. Beaucoup de veille, en fait, et de tous les secteurs, en fait. On ne reste pas cantonné que au secteur de l'outdoor, on va regarder aussi bien ce qui se fait dans le numérique, dans le luxe, dans plein de choses. Et après, il y a aussi ce que nous, on croit qui va marcher dans 2 ans, parce qu'on travaille 2 ans à l'avance, donc il faut se projeter. Et en fait, on va initier le développement de ces nouveaux projets. Donc moi, une fois que j'ai ces idées de projet, je vais faire un brief à la personne en charge des matières, qui va me trouver une matière qui réponde à mon brief, que ce soit en termes de prix, de composition. Donc on peut vraiment jouer sur des matières naturelles, des compositions recyclées, des choses comme ça. Une fois qu'on a trouvé cette matière, moi, je vais faire un brief au designer, de dire d'accord, il faut me développer une nouvelle veste avec 3 poches, où on utilise cette matière, il faut tel fit, etc. Et après, une fois qu'on a ça, on va faire un brief aux développeuses qui vont, elles, nous faire en fait la partie vraiment développement, tout ce qui est les coutures, les bandes à souder pour que la matière soit bien imperméable, etc. Et là, on va avoir une phase de prototype et de test terrain à laquelle je participe beaucoup, notamment en trail, en fait, et c'est ça qui est assez intéressant. Et après, moi, une fois qu'on a tout ça, en fait, je vais cadrer le prix, la marge et faire la présentation de ces nouveaux produits à toutes les équipes commerciales, quoi. Donc, on est vraiment les garants du résultat de notre collection, que ce soit dans le calendrier ou en fait sur le fait que le produit fonctionne et réponde bien à un brief initial de sortir un produit pour la bonne personne et au bon moment, quoi. C'est vraiment tes bébés, quoi. Tu as un attachement personnel, j'imagine, assez fort avec tous ces produits que tu as pu contribuer à développer et encadrer. Ouais. Ah bah c'est ça. Et puis, on travaille 2 ans sur le produit avant de le voir en magasin, quoi. Donc, on le teste, on travaille dessus, on a souvent des problèmes à gérer, que ce soit des problèmes de matière, des choses comme ça où il faut vraiment trouver des solutions. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, on voit le produit 2 ans après en magasin, quoi. Donc, on est trop content de le voir en magasin, quoi. C'est super chouette. Et là, de ce qu'on comprend, tu es vraiment l'interface en fait, centrale. Donc, ça t'amène à parler à plein d'interlocuteurs, en gros, toute la chaîne de valeur, j'imagine, de la boîte. C'est ça. Derrière ça, j'imagine que tu n'as pas 2 journées qui se ressemblent. Si on doit illustrer un peu ton quotidien là, pour nos auditeurs. Ah non, j'ai pas 2 journées qui me ressemblent. En fait, il peut y avoir. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que nous, l'idée, c'est de comprendre comment le consommateur fonctionne, en fait, le plus pour lui proposer le produit le plus adapté. Donc, il peut aussi bien y avoir des journées où je vais juste à la rencontre de personnes pour comprendre comment elles consomment. Donc, des fois, sur des courses de trail où je vais questionner les gens, ou ça peut être aller sur des conférences sur le développement de l'industrie textile dans d'autres secteurs, dans le luxe, par exemple,
ou tout simplement du test terrain, du fit. Enfin voilà, c'est vraiment des journées qui ne se ressemblent pas, quoi. Donc c'est ça qui est hyper stimulant. Ce que tu aimes le plus de ce rôle, s'il y avait une chose qui exprime vraiment le bonheur que tu trouves? Alors moi, j'aime bien quand même tester les premiers prototypes. Quand on reçoit les premiers prototypes, c'est un peu Noël en fait. Ça fait 4 mois qu'on travaille sur le produit, on a avancé sur les designs, on a fait les briefs aux développeurs, on a essayé de trouver vraiment les bonnes matières, on a testé les matières en durabilité, etc. Et en fait, quand on reçoit le prototype, eh ben, c'est la première vision de tout notre travail, quoi. La concrétisation, oui. Exactement. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir demander des prototypes dans ma taille. Et en fait, à midi, j'ai hâte de pouvoir aller tester les produits à ma pause déjeuner, quoi. Et de faire mon premier tour, ça, c'est le truc que j'aime le plus. En espérant qu'il n'y en ait pas trop des retours. En tout cas, En espérant. Ou qu'ils soient positifs, ouais, quoi. C'est quoi ce qui te sort le plus de ta zone de confort, à l'inverse, ou ce qui t'a le plus sorti peut-être à tes débuts, des choses que tu te sentais peut-être un peu moins à l'aise ou plus difficiles à appréhender? C'est les présentations en anglais devant 50 personnes quand il faut présenter justement tous nos projets. On a ce qu'on appelle les line reviews, c'est là qu'on présente les projets, que ce soit donc la line review 1 où on présente les projets de développement produit en fait, quel produit on va développer, quel prix, quelle matière, quel design, et la line review 2 où là on présente plus tout ce qui est couleur, les choses comme ça. Là au début, quand il y avait 30-40 personnes devant moi qu'il fallait présenter en anglais, et que ça faisait 1 an que j'étais là, que j'avais pas encore assez d'historique pour bien comprendre ce qui s'était passé, ça me sortait bien de ma zone de confort quand même, quoi. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me plaît assez. Je suis à chaque fois content de ma prestation, j'essaie de trouver les axes d'amélioration, mais sur le coup, j'entends bien le cœur dans les oreilles avant de parler, quoi. Plus que dans un sas de départ? Plus que dans un sas de départ, ça c'est sûr. Thomas, est-ce que tu peux nous illustrer quelques projets et produits sur lesquels tu as pu travailler là, ces derniers mois, et peut-être les best-sellers qu'on va aussi retrouver en 2026? Je pense notamment à la gamme Intense, textiles, sacs, chaussures qui sont aussi disponibles chez Iron. Ça a été quoi tes récents sujets et puis là ce qui se dessine pour la suite et cette année? Alors du coup, c'est hyper marrant parce que tous les produits qu'on voit là en magasin, c'était les produits sur lesquels j'ai commencé à travailler quand je suis arrivé en alternance. Donc moi, je suis arrivé... Tout le cycle, ouais. Exactement. Je suis arrivé à cette phase de premier prototype. 1 semaine après, on me mettait la veste Intense de Coach Enemy qui est juste derrière moi sur le dos pour aller la tester. Bon, c'était pas les mêmes couleurs, hein. Je ressemblais pas à ça parce que les prototypes, ils n'ont pas les couleurs finies. Et justement, cette veste, ça a été la première veste sur laquelle j'ai travaillé. J'ai dû gérer des soucis qu'on a eu, des choses comme ça, et trouver toutes les solutions pour sortir le meilleur produit. Et là, au final, on a sorti une super veste qui est avec des super performances en 20K, 20K, en imperméabilité, respirabilité, qui est très légère. On a vraiment mis notre ADN de montagne dans une veste de trail. Et en fait, c'est ça un peu nous l'idée, c'est d'utiliser notre expérience en montagne pour faire les produits les plus adaptés pour le trail, quoi, et d'essayer de mixer cette légèreté des produits de trail avec la protection de la montagne. Et donc ça a été un gros projet. Il y a eu aussi le projet Intense One, qui est un sac made in France, sans couture, entièrement thermocollé, où là, ça a été un autre travail. En fait, on était plus dans l'artisanat de luxe, mais qui est un produit plus spécifique. Et après, tout le textile, tous les shorts, ça, c'est des produits sur lesquels j'ai travaillé. Et là où c'était des sujets de fit notamment, parce qu'il faut trouver les fits les plus adaptés pour monsieur tout le monde. Et tous ces sujets, en fait, moi, j'ai été stimulé à chaque fois à fond. Et là, je suis très content de les voir aujourd'hui en magasin. Tu as dit que l'athlète nourrit le chef de produit et inversement. Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple très concret de fois, là, à l'issue peut-être des retours que tu as pu faire ou des choses un peu notables sur des produits que tu as testés, à quel point ton expérience, elle peut changer concrètement des choses? Typiquement, quand justement là, on travaille sur des vestes de protection, ce qui est le cas actuellement, quand moi après je vais voir les acheteurs de magasins et que je leur ai dit que j'ai couru 60 heures avec la veste, ils savent que niveau durabilité, ça va être bon. Je leur montre un produit qui a été testé dans les conditions dans lesquelles elles seront vraiment sur le terrain. Il y a aussi un peu plus une forme de crédibilité qui vient peut-être du statut aussi de sportif de haut niveau, qui peut rassurer les acheteurs et les consommateurs sur le fait que moi, si j'ai pensé la veste comme ça, c'est pour une bonne raison, parce que dans mon usage, j'en ai eu besoin et ça va fonctionner parce que je le sais, quoi. Et aussi, il y a ce côté idée du haut niveau qui revient aussi en fait dans mon poste de chef de produit, où j'essaie de faire un peu toutes les choses au mieux et de m'entourer au mieux, comme c'est le cas dans mon métier.
et tout en faisant 100% confiance en fait aux personnes qui m'entourent, quoi. Le designer, je sais qu'il est plus compétent que moi dans son domaine, et ben, je lui fais 100% confiance en fait, comme je vais faire 100% confiance à mon coach en trail. Il y a un peu cette idée du haut niveau et de la progression qui revient aussi là-dedans. Oui, savoir s'entourer, déléguer, faire confiance. Exactement. Ouais, pour être meilleur ensemble. Il y a forcément, j'imagine, des moments où tu as une idée géniale ou un peu folle ou hyper originale d'un point de vue athlète, mais tu es peut-être confronté à des limites techniques ou économiques qui font que c'est peut-être pas, ou de durabilité, qui font que c'est pas possible de mettre en œuvre ces produits-là. Enfin, c'était déjà arrivé de gérer ça, de gérer cette frustration? Tu as déjà eu des situations comme ça où le cœur t'appelle vers quelque chose et qu'en fait la raison tempère un peu ses envies? Alors ça arrive, ça arrive assez souvent que je pense à des idées de produits en courant. Et ça, du coup, toutes mes sorties, je vais essayer de penser à des choses pour améliorer tel moyen de transport ou telle protection. Et d'un côté, chez Millet, vu qu'on est encore en train de se développer sur la partie trail et que là, on arrive et qu'on commence à être vraiment légitime, les projets que j'ai, ils peuvent être acceptés parce qu'on est en train de se développer en fait sur la partie athlète aussi. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que même au travail, sur des idées un peu farfelues que je peux avoir, et ben, je suis assez écouté sur le fait de développer ces nouveaux produits. Et justement, c'est des produits sur lesquels on travaille maintenant, quoi. Donc là, c'est pour ça que je fais beaucoup de phases de test, beaucoup de choses comme ça, parce que je travaille sur des projets qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et en même temps, dans le travail, ils sont assez contents de voir cette nouveauté qui arrive au travers du trail. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un biais, le fait que tu sois athlète de haut niveau? Est-ce que tu as le sentiment que tu peux te projeter le plus justement possible dans des attentes d'un coureur ordinaire? Ou est-ce que peut-être parfois il peut y avoir voilà, tu vois les choses pas tout à fait de la même façon que pourrait le voir un utilisateur ordinaire? Ça, c'était le gros sujet au début. C'est ce que j'ai eu le plus de mal au début à faire, c'est ne pas voir que ma casquette, parce qu'en fait, la partie athlète, c'est pas monsieur tout le monde, quoi. Et du coup, il a fallu vraiment déconnecter de ça et aller à la rencontre du consommateur. Ça m'a permis de me rendre compte que, ok, ma vision, c'est pas celle de monsieur tout le monde, quoi. Et c'est pas ce qui marche le plus, c'est pas la majorité des gens. Et du coup, ça faut vraiment déconnecter de ça, ouais. Tu y arrives? Enfin, ça a demandé du temps? Ou c'est encore une chose sur laquelle tu es obligé d'être vigilant aujourd'hui? Ça a demandé un peu de temps. Ça a demandé un peu de temps parce que, voilà, nous, on a envie de faire plein de projets qui répondent à nos besoins. Et ça a demandé une bonne année pour se rendre compte que, ok, c'est vraiment pas la vision de monsieur tout le monde. Et il faut au contraire privilégier la vision de monsieur tout le monde. Et nous, il faut qu'on arrive à déconnecter de nos envies personnelles, de nos goûts aussi dans le choix des couleurs, des designs, pour faire le produit le plus adapté à la personne qu'on cible, quoi. Et maintenant, j'arrive bien à le faire, ouais. Parce que j'ai appris à comprendre le consommateur au travers de tout ce qu'on disait tout à l'heure, des rencontres avec eux sur les compétitions, d'analyse un peu des besoins, des choses comme ça. Là, on va bifurquer gentiment vers ta vie d'athlète. Petite question quand même qui fait le lien avant avec ton rôle de chef de produit. C'est quoi là, ton produit de cœur, celui sur lequel tu as travaillé et le premier que tu mettrais dans ton sac là, si tu pars sur une course? C'est le tout premier que tu choisis? Moi, ce serait la veste Intense Pro de couche et demi qui est juste derrière moi. Déjà, c'est celle sur laquelle j'ai travaillé quand je suis arrivé. Donc, il y a un petit côté émotionnel de se dire, ok, c'est le premier produit sur lequel j'ai travaillé. C'est aussi un peu... faut se dire que cette veste de protection, c'est un peu le bouclier qui permet au trailer d'aller au combat lors de sa course de trail, en fait. Et la personne, si elle a une bonne veste, elle est rassurée parce que c'est la seule barrière qui la protège de tout l'environnement extérieur. Ouais. Et ça que je trouve assez chouette, c'est que dans un produit le plus léger possible, donc là elle fait 190 grammes, et ben on va essayer de faire pour autant le produit qui protège le plus, quoi. Et c'est vraiment ça que je trouve hyper chouette, c'est d'essayer de trouver ce ratio, ce meilleur rapport poids-protection. Et moi, c'est celle que j'embarque dans mon sac sur quasiment toutes mes sorties au final. Thomas, l'annonce n'est pas encore officielle à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, mais elle le sera au moment où les auditeurs pourront l'entendre. Tu vas rejoindre le team Millet. Qu'est-ce que ça va changer et pas changer pour toi? Qu'est-ce que toi t'en attends? C'est ça, donc je vais rejoindre le team Millet et je suis très heureux de ça parce que moi, ça montre qu'il y a quand même un soutien fort de l'entreprise qui croit en mon double projet. Et ça, moi, ça m'anime au quotidien à me dire, ok, j'ai envie de leur rendre l'appareil et de travailler au mieux, que ce soit sportivement et professionnellement. Ça va changer quelque chose dans le fait que voilà, je vais vraiment courir pour ma marque à moi, dans laquelle je travaille, ce qui n'était pas directement le cas avant.
Par contre, je vais quand même garder tout cet entourage que j'ai et toute cette équipe que j'ai, où je vais participer beaucoup aux stages qui sont faits avec l'académie. Et ça, je suis très heureux aussi parce que voilà, moi, c'est un entourage qui m'a permis de progresser, d'arriver un peu là où je suis, on va dire, à mon petit niveau. Et j'ai envie quand même de maintenir cette relation avec eux. Donc, j'ai et les bénéfices de rester avec cet entourage et le fait de courir maintenant pleinement pour ma structure. Thomas, tu l'as dit tout à l'heure, donc tu as un aménagement de ton temps de travail à 80%. Concrètement, comment est-ce que tu organises là, tes semaines, tes vendredis? On entend aussi beaucoup que parfois du temps qui se libère pour ça, c'est pas nécessairement pour aller courir plus ou en faire plus, mais pour peut-être mieux gérer aussi le repos ou tout ce qui vient à côté, tout ce qui est connexe à ta pratique et qui contribue à tes espoirs de haut niveau. Comment est-ce que concrètement s'organisent tes semaines et quelle place pour tes entraînements? C'est ça, donc moi je travaille pas le vendredi. En fait, ce qui me permet soit de faire des gros blocs d'entraînement, soit des déplacements plus simples pour aller reconnaître des courses. Je peux partir le mercredi soir même, travailler en télétravail le jeudi et attaquer mon bloc d'entraînement le vendredi, le samedi et dimanche. Donc ça, c'est aussi grâce au fait que l'entreprise soit flexible là-dessus. Et du coup, ça me permet de, comme tu disais, déjà de mieux récupérer parce que le temps de s'entraîner, je le trouve, en semaine, je me le réveille à 6h30 et à 6h45, je suis à la salle de muscu et je vais me rentraîner le midi ou le soir quand j'ai pas le temps le midi. Donc ça, on le trouve. Par contre, là, ça me permet de mieux récupérer et de faire vraiment de la qualité, de prendre le temps de faire des choses, voilà, des entraînements spécifiques, des gammes sur mes entraînements, voilà, de pas faire tout en étant pressé. Et du coup, j'arrive à faire des grosses journées le vendredi, le samedi et le dimanche et alléger un peu plus en fait le reste de la semaine pour ne pas être trop chargé, que ce soit au travail ou à l'inverse, faire trop des séances importantes le soir, quoi. Et ça, grâce à ça, j'ai vraiment un équilibre qui est hyper intéressant. Et là, sur ce double projet, justement, mentalement, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que c'est un ancrage? Est-ce que c'est une sécurité d'avoir aussi ce travail-là? Est-ce que c'est un besoin de stimulation intellectuelle? Enfin, tu vois, comment tu le positionnes aussi, cette place pour ce projet pro versus te consacrer à 100% à ta carrière? Il y a plusieurs choses. À la fois, c'est une sécurité, parce que c'est sûr qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, s'il y a une des deux choses qui a réussi un peu moins bien, ben, on a l'autre. Et en même temps, moi, j'ai besoin de stimulation cognitive, comme tu disais, d'un aspect social un peu différent, de ne pas être focus que sur ma performance et d'arriver à switcher et de me dire, OK, là, je suis sur la partie travail, je ne pense pas au sport. Et par contre, quand j'arrive sur mes entraînements, là, je mets tout dans mon sport, en fait, à l'image de un peu la récup où on essaie de déconnecter au maximum de son activité ou de ralentir le plus possible. Et par contre, quand la répétition elle reprend, bah de tout mettre et de tout investir. Et moi, en fait, c'est cet équilibre que j'aime, quoi. Et aussi, ça me permet de ne pas être focus que sur les courses qui arrivent. Par exemple, quand il y a la course qui arrive le week-end, si j'étais chez moi, je pourrais y penser, peut-être stresser un peu, des choses comme ça. Alors que la semaine avant, quand j'ai mes petites présentations en anglais devant tout le monde, justement, et que j'ai le cœur qui tambourine, bah là, j'y pense pas. Là, je suis focus sur ma présentation. Donc, c'est ça qui est bien. En fait, Oui, et puis après une course le lundi, tu retournes au travail, quoi qu'il se passe, tu retrouves tout le monde. Exactement. Voilà, t'es pas sur attendre 3 mois pour éventuellement espérer qu'une course se passe mieux que celle du week-end d'avant. Si c'est ça, et en fait, des fois, s'il y a eu un super événement le week-end, et ben, j'arrive à... Alors, je garde les bons souvenirs, mais j'arrive à penser à autre chose la semaine qui suit, parce qu'il y a plein de choses qui se passent au travail, puis en même temps, c'est hyper sympa de se sentir soutenu aussi au travail. J'arrive, des fois, il y a des petites photos sur mon ordi des courses du week-end, des que les collègues m'ont mis. Donc non, je suis très content de cet équilibre. Là, tu l'as dit, je crois, après les championnats de France, tu as fini à la 3e place, c'était à Val d'Isère au mois de juillet dernier. Tes petits camarades devant sont pros et se consacrent à 100% à leur trajectoire sportive. Est-ce que ça soulève peut-être parfois des questions? Alors, on se pose toujours la question. Je pense qu'on se pose toujours la question et il faut se la poser aussi pour savoir quel est le bon équilibre pour soi et la chose dans laquelle on est le plus épanoui. Moi, justement, après ça, je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Est-ce que c'est être pro à 100%? Est-ce que c'est à l'inverse garder cet équilibre? Et je me suis un peu projeté sur qu'est-ce que ce serait ma vie si je faisais que du sport. Et oui, j'adore ça. Moi, c'est ma passion. Mais tout de suite, à date, en fait, je me sentirais... Il te manquerait trop de choses. Ouais, il me manquerait trop de choses, en fait. J'aime trop tout de suite mon métier pour ne pouvoir plus travailler, en fait. Donc, même au-delà de se dire, oui, l'entraînement, ça me plaît, tout ça... Mais en fait, j'aime trop ce que je fais sur la partie professionnelle pour tout de suite la lâcher, quoi, en fait. Et ça, je me suis un peu projeté là-dessus. Et en même temps, je ne sais pas si je serais plus performant parce que tout de suite, moi, je n'ai pas des quantités d'entraînement qui sont maxi importantes à date. En plus, voilà, j'ai quand même un travail qui me permet de bien m'entraîner. Je peux aller courir entre midi et 2. Enfin, chez Millet, ils sont hyper flexibles là-dessus. Donc,
tout de suite, je me sens... T'entraîner entre midi et 4. Entre midi et 4 ou à 8h le matin pour des petites sorties à vélo pour venir faire des podcasts. Enfin, voilà, on est flexible là-dessus. Est-ce que ça, tu arrives à savoir si c'est un choix structurant pour le reste de ta carrière d'avoir ce double projet, ou est-ce qu'une autre hypothèse est possible dans un horizon de 5 ans par exemple ou 10 ans? Est-ce que tu as une idée là-dessus? En fait, c'est tellement dur de se projeter parce que je pense que on est dans un sport où tout peut très vite évoluer. On se rend compte qu'une grosse performance peut un peu changer notre vie, en fait. Et moi, ça va dépendre de plein de choses, en fait, de si je veux aller sur ultra et dans combien de temps, des résultats que je vais faire dans les années à venir. Tout de suite, je me sens vraiment bien dans mon projet et je pense qu'il est intéressant de le maintenir. Soit après, avoir dans les années à venir, peut-être diminuer un peu le temps de travail. Il y a plein de choses qui se réfléchissent ou répartir sur la saison différemment son temps de travail. Mais tout de suite, ouais, je me sens très bien comment je suis. C'est quoi ton sentiment là quand tu écoutes tes pairs, tes autres athlètes de ta génération? Est-ce que tu sens qu'il y a une appétence de plus en plus forte pour ce double projet? Est-ce qu'au contraire, le braquet va plus vers des trajectoires 100% pro? Est-ce qu'il y a des tendances que tu observes ou des changements? Alors, 100% pro, oui et non. En fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens cherchent de plus en plus à avoir un projet pro, mais qui ne soit pas forcément dans une entreprise comme on a l'habitude de voir, en fait. Il y a pas mal de gens qui vont faire des chaînes YouTube et qui vont faire leur double projet sur cette forme, qui vont travailler plus en tant qu'indépendant à distance, mais qui vont avoir par contre cette flexibilité dans le travail, en fait. C'est ça que je me rends compte. Par contre, on voit de plus en plus quand même de jeunes qui veulent vraiment être à 100% pro avant même peut-être d'avoir fait certaines performances ou choses comme ça. Et ça, je pense qu'il faut pas forcément trop penser à ça et se dire plutôt, je suis focus sur ma démarche de performance et après, je vois ce qui me convient le mieux, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on voit un peu arriver chez les jeunes, c'est ce désir d'être à 100% pro. Si on dézoome un peu sur globalement l'univers du trail aujourd'hui qui est en mouvement plus que jamais, c'est quoi ta vision, et notamment sur la partie professionnalisation des athlètes? Tu as une intuition ou des espoirs sur la direction que ça pourrait prendre? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus quand même d'influenceurs dans notre milieu qui ont la double casquette coureur-influenceur. Et je trouve ça hyper intéressant aussi pour une entreprise, parce qu'il va y avoir une forme de visibilité de la marque qui va être différente que sur la partie athlète. Et ça permet justement de pas être focus que sur la performance comme on peut avoir avec les athlètes. Après, on est dans un sport qui évolue tellement vite quand même. C'est le sport qui a la croissance la plus importante de tous les sports confondus. Donc, il y a des nouvelles marques qui arrivent, qui sont extérieures au trail. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop quelle tournure ça va prendre dans les années à venir. Par contre, il y aura quand même de plus en plus de personnes qui seront pros, ça c'est sûr, parce qu'il y a de plus en plus de financiers dans ce sport. Et du coup, c'est ce qui est aussi chouette, c'est que le sport se développe sur tous les plans, parce que s'il y a plus de financiers, il y a plus de développement produit, plus d'organisations qui arrivent, d'événements, et c'est un univers qui grossit pour tout le monde, quoi. Oui, donc tu es ouvert, en tout cas, tu vas embrasser ces évolutions. Moi, je trouve que tant qu'on garde la nature de notre sport, qui est vraiment le partage, le fait d'évoluer en nature et ce côté humble aussi des personnes qui sont pros, moi je trouve que c'est chouette, mais il faut garder ses valeurs. Et même type de question sur ta vision de l'évolution du secteur, plutôt côté équipementier outdoor et trail notamment, et des attentes qu'il peut y avoir peut-être aussi de la part des consos, enfin des pratiquants envers eux. Comment est-ce que tu vois aussi tout ça bouger dans cet écosystème? Alors là, on se rend compte qu'il y a vraiment un univers qui est ultra différent des autres activités outdoor. On est limite sur de la fashion, en fait, où il y a ce besoin de nouveautés qui arrive tout le temps. Le consommateur, il veut des nouvelles couleurs, il veut des nouveaux produits. Il y a les marques qui poussent de plus en plus aussi pour sortir des nouvelles choses. Alors que, par exemple, en alpinisme, on est vraiment sur des collections qui sont stables, figées dans le temps, où les personnes, elles ont leurs références. Et au bout de 5 ans que leur veste, elle est usée, ils vont prendre le même produit. Et en trail, en fait, il y a tout le temps de la nouveauté, quoi. Donc, il y a un développement. Ce qui soulève plein de questions de durabilité, justement, avec ce renouvellement de collection. Ouais. C'est ça. Et plein de questions même éthiques. Voilà, si on se dit qu'on veut vraiment pousser le côté RSE dans nos développements produits, et à côté qu'on fait tout le temps des nouvelles collections, c'est pas trop logique. Donc, faut trouver ce bon compromis entre proposer des nouveautés et pour autant augmenter la durabilité des produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et après aussi, ça, j'imagine, cette durabilité, elle est aussi attendue d'un certain nombre de pratiquants, en fait, aussi dans les choix de décision et de marques pour lesquels ils vont opter. Il y a aussi peut-être cette durabilité qui se durcit et qui devient un vrai choix, enfin un vrai critère de choix. Ah, complètement.
complètement, et de plus en plus, parce que les gens se rendent de plus en plus compte que l'environnement, la préservation de cet environnement est importante. Et en fait, ils veulent des produits qui durent. Et un produit qui dure, c'est un produit qui a moins d'impact, en fait. Et il vaut mieux même faire le focus sur la durabilité d'un produit plutôt que chercher des fois à avoir des matières recyclées, parce que c'est ça qui permet de diminuer l'impact. Et nous, une marque comme Millet, où on est vraiment identifié comme marque durable, il faut vraiment qu'on soit focus sur la qualité du produit. C'est pour ça qu'on se met des très hauts standards de durabilité et de résistance dans les matières. Donc ouais, j'allais vous demander vos atouts principaux dans tout ça. C'est ça, c'est cette vision-là de durabilité et puis l'innovation aussi, malgré tout, qui reste centrale. C'est ça, en fait. Nous, on essaie d'avoir le meilleur ratio innovation, légèreté, durabilité, en fait. Et la durabilité, nous, c'est vraiment le critère clé, tout comme aussi la durabilité au sens environnemental, où on va vraiment chercher à chaque fois à avoir des matières recyclées. Par exemple, sur la collection Trail, tous les produits ont des matières recyclées chez nous, quoi. Et ça, c'est un gros enjeu, parce qu'on sait que le recyclé coûte plus cher que des matières qui sont non recyclées. Donc, ça a forcément son impact. Mais nous, en tout cas, c'est dans les valeurs qu'on veut promouvoir et qu'on veut continuer de développer. Merci Thomas, c'était passionnant de t'entendre sur ce sujet, à la fois cette vision d'entreprise et puis aussi ton double projet, qui est quelque chose d'assez fascinant, en tout cas de chercher à exceller dans les deux. En tout cas, c'est une belle quête. On va parler de ta saison 2025. Donc, elle a été marquée par un moment clé. Tu en as parlé tout à l'heure, qui ont été les championnats du monde. Si on remonte un peu en arrière, ce rêve d'équipe de France, c'est quelque chose qui compte pour toi depuis très longtemps? C'est presque un rêve de gosse? C'est ça, moi, c'est un rêve d'enfant, en fait, de faire partie de l'équipe de France. J'ai toujours vu ça dans tous les sports. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu vivre. Et quand on a planifié la saison en début d'année dernière, je savais que... C'est la première chose que tu as mis C'est la première chose que j'ai mis. Par contre, je savais que c'était très ambitieux. Et qu'il fallait que tout soit aligné le jour J, que je réussisse à 100% ma course, mais je savais que c'était atteignable. Et c'est ça qui me stimulait, c'était que il fallait que tout se passe bien dans ma préparation et le jour J pour l'atteindre. Et là, moi, quand j'ai décroché cette 3e place, j'ai su qu'il y avait ça qui en découlait. Et là, j'ai été le plus heureux, parce que je voulais découvrir ça, en fait, les personnes de cette équipe de France, un vrai collectif uni, cette notion du partage que l'on retrouve plus en équipe de France, parce que voilà, on est quand même dans un sport individuel, et là il y a vraiment une forme d'équipe qui arrive et qui est encore plus importante que dans un team, je pense. Et là, moi, ça a été mon plus beau moment de sport sur que ce soit les stages ou les mondiaux, et j'ai savouré à 100% chaque instant, parce que c'est vrai qu'on se dit on n'est pas sûr de le revivre, et c'est pour ça que je te disais que c'était le moment que je voulais revivre. Donc soit dans mes souvenirs, soit dans 2 ans où je vais essayer de décrocher ma sélection pour Cape Town. Mais moi, c'était mon plus beau moment de sport. Ouais. Si on parle de ta saison, un peu le premier semestre, donc il y a eu tes débuts en ski alpin, tu nous as parlé tout à l'heure de la Belle Étoile. Tu as ensuite pas mal enchaîné les boîtes. Là, c'est une bonne habitude que tu as prise entre les Glaisins en avril, première place, le Ventoux ensuite. Là aussi en avril, Ventoux UTMB, 2e place, le Cross du Mont Blanc, ta 2e, 3e place. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu as été surpris là, de ce niveau de performance? En fait, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu que j'avais passé un petit cap, en fait, que je me suis dit que, ok, au bout de 3 courses où il y avait eu les podiums, moi, je me suis dit, là, j'ai passé un cap dans la régularité même, en fait. J'arrivais à tout le temps fournir le même niveau de performance à peu près. Et les 2 premières, les Glaisins et le Ventoux, c'était quand même pas les mêmes courses que celles qui ont suivi. Mais pour autant, pour des débuts de saison, c'est des courses qui mettent en confiance, en fait. Et là, ça m'a permis d'être confiant à chaque fois, en fait, de valider un petit palier, de me dire ok, là j'ai fait la bonne chose, je suis sur la bonne voie. Et en fait, toutes ces courses qui avaient 1 ou 2 mois d'intervalle, elles m'ont mis en confiance. Et quand je suis arrivé au Cross du Mont Blanc, où là c'est l'une des perfs où je suis le plus content l'année dernière, honnêtement, c'était ma première course au-dessus de 900 ITRA. C'est tout bête, mais dans le milieu, c'est quelque chose qui compte un peu. Et là, elle m'a vraiment mis en confiance, en fait, pour le reste de la saison, à me dire ok, je suis sur la bonne voie, je fais la bonne chose, et il faut juste continuer maintenant ce que je fais, en fait, c'est dans le temps. Et surtout que j'avais une comparaison sur cette course, quoi. On sent que c'est une course qui devient un peu au chrono, et moi, 2 ans avant, elle s'était bien passée. Je me disais, est-ce que je vais arriver à améliorer mon temps? Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça m'a permis d'être en confiance pour ces championnats de France, quoi.
Est-ce que la manière et l'engagement, ils peuvent suffire à eux seuls? C'est-à-dire que peut-être le résultat ou la position ou le temps est peut-être pas exactement juste, mais par rapport à tout ce que tu as tout entrepris, la façon dont tu as géré un peu les différents paramètres de course, ça peut t'apporter pleine satisfaction et de la confiance dont tu parlais? Ah, moi, complètement. Indépendamment des résultats? Je suis pas focus vraiment sur le résultat, en fait, mais plus justement la manière et la démarche. Je me dis que si un jour j'arrive sur la course et j'ai pas du tout la forme, ou ça peut arriver, hein, il y a des jours où on n'est pas dedans, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, si avec cet état de forme, j'arrive à fournir la meilleure course et à optimiser à 100% la forme du jour, et ben là, je serai pleinement satisfait du résultat, quoi. Même si je fais 20e, bah, si j'avais pas la forme, mais que pour autant j'étais intelligent dans ma stratégie, tout ça, bah, je serais 100% heureux, quoi. Ou à l'inverse, s'il y a plus fort que moi le jour J, c'est pareil, quoi. Je me dis, bah, en fait, il y avait juste quelqu'un de meilleur ce jour-là, et pour autant, je suis pleinement satisfait de ma course, quoi. Donc moi, je suis pas forcément non que satisfait d'un résultat, et je pense que c'est important parce que sinon, enfin, c'est compliqué d'aller chercher quand même des fois les podiums sur toutes les courses. Ça dépend pas que de Et toi si en on se plus. satisfait que de Ouais. ça, ouais, ça peut être compliqué. Et moi, en fait, ce qui m'anime, c'est la passion et la progression. Et c'est ça qui, je pense, va me permettre de durer dans le temps, parce que je suis pas focus que sur le résultat, quoi. Donc là, on sent beaucoup de confiance légitime à l'issue de ces courses et notamment du cross du Mont Blanc. Quand tu te présentes là, pas tellement longtemps après, finalement, à Val d'Isère pour la sélection pour l'équipe de France pour les mondiaux, tu dis quoi? Tu dis que c'est jouable, que c'est possible, probable, certain? Enfin, comment tu peux envisager une course comme celle-là qui a quand même un enjeu supérieur qui est la sélection de l'équipe de France? Alors, c'est ça. Moi, c'était la course qui avait l'enjeu le plus important de l'année. Même au final, si j'étais sélectionné aux mondiaux, bah, j'aurais eu moins de pression aux mondiaux, parce qu'en fait, là, ce que je voulais, c'était la sélection absolument, quoi. Et du coup, d'avoir fait ce cross du Mont Blanc 2 semaines avant, ça m'a mis en confiance, parce que voilà, il y a eu ce bon résultat. Mais en même temps, on se dit, bah, ok, j'ai 1 semaine et demie pour récupérer. Et là, il faut faire les choses au mieux, et surtout sur le plan mental, en fait. Moi, j'ai commencé la préparation mentale l'année dernière, où ça a été un très gros levier, un de mes plus gros leviers. Et là, mentalement, j'ai l'impression d'avoir puisé vraiment sur le cross du Mont Blanc. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut arriver et avoir récupéré à 100% pour les championnats de France. Et du coup, je suis arrivé quelques jours avant en me disant, ok, là, le niveau, il est là. Mentalement, j'ai su que j'étais capable d'investir à 100%. Et là, j'arrive sur une course qui va me permettre de potentiellement décrocher cette sélection en équipe de France, qui est un de mes rêves et un projet pour lequel j'étais prêt à tout mettre en œuvre, quoi. Et la veille, je sais pas comment dire, mais j'ai eu une sorte d'intuition que ça allait bien se passer. Je voyais cette 3e place possible, parce que devant, voilà, Sylvain et Fred, je savais que c'était quand même un autre niveau. Mais je voyais cette 3e place possible. Je sais pas trop comment décrire ça à la veille. Et au final, et ben, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce qui s'est passé. Et pour autant, même au début de la course, j'étais pas très bien. J'ai mis du temps à me mettre dedans. On peut vite arriver en se disant, ok, ben, au final, le cross du Mont Blanc s'est bien passé il y a 2 semaines, c'est déjà bien. Enfin, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et puis après, j'ai réussi vraiment à me rappeler ce qui m'animait le plus sur cette course, et quelle était l'envie derrière. Et puis aussi le travail collectif qu'on a eu, en fait. Enfin, je suis pas tout seul dans ce petit projet. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a poussé à donner le meilleur de moi-même. Et c'est vraiment une course où là, j'ai donné à 100% de moi-même. Là, pour le coup, là, j'ai J'ai tout demandé mis. de quoi tu étais le plus fier en fait sur la façon dont tu avais mené ta course. Qu'est-ce qui t'a vraiment apporté pleine satisfaction? C'est le fait d'avoir gardé mon sang-froid, parce que je suis pas parti. Donc, il y avait une première montée qui était très raide, quand même, qui était très dure. Et j'ai réussi à me canaliser, à pas être focus sur la place, en fait. Alors que là, on savait que c'était la place, pour le coup, qui comptait. Et j'ai réussi à déconnecter de ça et à me dire, ok, sois focus sur tes sensations, ton cardio, et pour autant, pense quand même à ce projet qui t'anime. Et donc, ce dont je suis le plus fier, c'est, voilà, la gestion de ma course, et aussi le fait par contre, d'avoir su mentalement tout investir à, un par- à partir d'un certain moment de la course pour aller décrocher cette troisième place. Puis il y avait pas mal de proches à moi qui étaient là en plus, donc c'est un moment qu'on a vécu tous ensemble, quoi. Et du coup, c'est vraiment une course où je suis 100% satisfait. Et là, tu projetais quoi là si on va au cran d'après, donc qui était les mondes au mois de septembre en Espagne à Canfranc? À quoi tu rêves, de quoi tu as envie là pour cette première sélection en senior? À quoi on peut légitimement aspirer? D'abord servir un collectif ou C'est ça, en fait. Et en plus, ça, c'est quelque chose qu'en préparation mentale, on s'est rendu compte que moi, ce qui m'animait le plus, c'était le collectif. En fait, j'arrivais plus à fournir d'efforts pour le collectif, pour mes proches, pour l'équipe, quand il y avait des championnats de France, par exemple, où là, on joue aussi des places pour l'équipe. Et en fait, là, moi, j'avais envie de donner pour l'équipe, quoi, qu'on ait cherché la meilleure place possible par équipe.
Et en même temps, ce qui peut paraître un peu contradictoire, moi, ce que je voulais, c'était profiter le plus, en fait, de l'expérience, quoi. J'avais pas forcément d'ambition de performance, de résultats. Et j'avais bien moins de stress que sur les autres courses parce que je me suis dit, bah, là, maintenant, tu l'as eu, ta sélection. Donc maintenant, profite de tout, en fait, des rencontres que tu vas faire, essaie d'apprendre des autres personnes et profite de la course, quoi, des paysages, de cette ambiance, du fait de courir avec des personnes un peu reconnues. Pour autant, je voulais quand même performer, hein. J'ai tout mis en œuvre, j'ai tout fait pour. Mais voilà, cette idée de profiter, de savourer de l'instant, c'était vraiment l'objectif principal des mondiaux. Donc tu as fini 40e en individuel et vice-champion du monde de trail court par équipe. Ça claque quand même, une petite médaille d'argent à ramener à la maison, ça fait plaisir. C'est quoi les apprentissages de ces mondiaux? Bah déjà, j'ai découvert ce que c'était que exploser, hein, vraiment pleinement, parce que j'ai vraiment explosé. Je sais un peu les raisons. C'est que voilà, on est galvanisé par l'événement. Il faut quand même vraiment être prêt au niveau mental à ce qui va se passer. Pour autant, voilà, c'est pas. Enfin, je me dis que c'est pas encore les JO, c'est pas des choses comme ça. Mais pour autant, à ma petite échelle, c'était vraiment. C'est quelque chose de différent quand même. On court avec un maillot équipe de France, on regarde sur nous, on court pour son pays, enfin, c'est quand même fort. Il faut être vraiment prêt sur le plan mental à détacher de ça, en fait, et être focus sur ce qu'on sait faire le mieux, qui est courir. Et moi, je suis parti, j'ai l'impression d'avoir été galvanisé par l'événement pendant 2 heures. Ce coup d'adrénaline qu'on a, qui d'habitude dure 5-10 minutes, là, moi, il a duré 2 heures, donc j'ai un peu trop tapé dedans au début. Et en fait, après, voilà, je me suis pas forcément alimenté comme je le faisais d'habitude. J'étais pas concentré comme sur les autres courses parce que je profitais, en fait. Je regardais un peu les paysages, je profitais de mes proches. On s'entraidait beaucoup aussi pendant la course avec les autres copains de l'équipe de France. Et du coup, j'étais moins focus sur moi, ce qui m'a valu un peu d'exploser à la fin et par contre, pour le coup, tout donner pour l'équipe malgré ça, parce que j'ai vraiment explosé. Je pense que voilà, on jouait le top 20. J'étais les 3/4 de la course avec Pierre Galbourdin et Johan Vojar qui étaient juste devant. Et en fait, j'ai perdu ces 20 places en explosant. Donc, je sais ce à quoi je peux prétendre pour les prochains championnats du monde si j'arrive à décrocher ma sélection. Et par contre, je sais que j'ai appris C'est positif de voir des leviers d'optimisation, en fait, de se dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux jouer pour aller plus haut. C'est sûr. Identifier que tu n'étais pas au max, pied au plancher, que de plafond de verre. Moi, c'est la chose que j'aime le plus dans notre sport, en fait, c'est de voir qu'il y a encore plein de leviers à actionner pour progresser, quoi. Et par contre, ce qu'il faut, c'est être dans l'analyse constante pour voir quels sont ces leviers. Donc moi, je me note à chaque fois à la fin de mes courses le positif, le négatif, les axes d'amélioration, parce que sinon, on les oublie vite, en fait, sur toutes les courses qu'on fait. Et là, il y en avait beaucoup pour progresser, quoi. Donc, je me suis bien tous noté, et je me suis noté le positif qui est que malgré que j'ai explosé, c'est la course où j'ai le plus profité de ma vie, quoi, en fait. Et ça, point, ça compte. Ah, ça compte. Et l'objectif, du coup, même si sur le plan sportif, il n'est pas réussi, sur le plan personnel, de profiter de l'événement et de tout cet environnement, il est 100% réussi, quoi. Donc, par contre, je me dis que voilà, si je veux y revenir, là, ce ne sera pas les mêmes objectifs que je me mettrai. Mais là, pour une première sélection, c'est 100% réussi. On te souhaite de vivre ça et de prolonger cette belle histoire à Cape Town. Tu termines la saison à Majorque, il a reboîte sur les 50 km du Bahut UTMB. Ça, c'était à l'automne. Qu'est-ce qui t'a fait le plus grandir là sur cette année? Il s'est passé beaucoup de choses quand même sportivement. Ça a été une réussite. On peut dire que ça a été une saison plus que pleine et accomplie. Si tu prends la big picture là, pour bien parler français, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2025 et les choses sur lesquelles elle t'a fait notablement progresser, avancer? Je me rends compte déjà qu'il y a eu un petit cap de passé. Et ça fait plaisir de se dire, ok, cette année, j'ai progressé en fait. Donc ce que j'ai fait, ça a marché et je suis sur la bonne voie. Ça a été la première chose. J'ai découvert des formats 50 km, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est des formats sur lesquels j'ai pris plus de plaisir que les autres formats sur lesquels je courais. Et du coup, cette année, ça a été de la découverte. Et l'année prochaine, je voudrais être performant dessus. Et après, voilà, un travail de gestion de course qui est encore à perfectionner. Est-ce que ce soit sur les mondiaux ou sur Majorque, j'ai pas encore réussi à être pleinement satisfait de ma performance sur la durée. Et ça, c'est quelque chose que je vais réussir en 2026. Oui, Majorque, ça t'a permis de pouvoir cocher une case aussi de ton agenda 2026 avec l'OCC qui va t'attendre fin août du côté de Cham. Et c'était pas réussi parce qu'il y a eu Majorque, il y a eu une petite chute en cours de route qui a fait que j'étais pas sûr de finir la course même. J'ai appelé mon médecin en visio pendant la course parce que je pensais que je m'étais cassé la jambe. Enfin, ça a été un peu compliqué. Ouais, okay. Donc, très content déjà d'avoir fini la course et en plus d'avoir décroché le ticket pour l'OCC.
En ayant fait une visio. En ayant fait une visio avec mon médecin Edouard qui allait faire sa thalasso et que j'ai dérangé pendant 4-5 minutes pour lui montrer en visio qui marchait pas trop mon tibia pour savoir s'il était cassé. Ouais, une belle aventure. Téléconsultation. Exactement. Et avec ta casquette de chef de produit là, sur l'année 2025, les aspects sur lesquels tu penses que tu as grandi, avancé? Alors, je pense que c'était surtout notamment ce que tu disais par rapport à la compréhension du consommateur, des choses comme ça. Là, j'ai vraiment réussi à distinguer quels étaient les pratiquants de trail, en fait, et quelles étaient leurs attentes en fonction de leur niveau. Ça a été un premier point. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de prise de confiance en moi aussi sur le fait de travailler avec tout le monde en équipe, de gérer un projet. Ça, c'est quelque chose qui met un peu de temps à se faire. Et là, je suis assez content de ça, ouais. C'était une belle année en tout cas. On a hâte de voir la suite. C'est ça. On va se projeter sur 2026. Donc, il y a l'OCC qui t'attend, on l'a dit. C'est quoi le reste de ton agenda? Qu'est-ce que tu connais là de ce que sera ta saison 2026? Là, je connais tout. Tout. Moi aussi. Je sais tout ce qui t'attend. Raconte-nous. Alors, je vais reprendre sur les championnats de France de trail fin mars. Là, l'idée, c'est pas forcément d'y arriver performant entre guillemets, mais c'est plus en course de reprise et courir pour le club aussi. Je suis toujours content de courir une fois dans l'année pour le club. Je vais ensuite retourner au Ventoux, parce que j'aime bien ce coin, pour le 50 km by UTMB, qui est fin avril. Là, cette fois-ci, je le considère comme un objectif un peu plus important pour valider ces formats 50 km aussi. Il y a pas mal de copains qui courent. Enfin, ça va être intéressant pour reprendre la saison et se jauger un peu. Je vais ensuite faire le marathon du Mont Blanc, qui sera un de mes objectifs principaux, que j'ai déjà fait il y a 2 ans et que là, j'aimerais refaire en essayant de il y a un objectif de place que tu as annoncé? Là, j'aimerais bien faire top 10 si c'est possible. Ouais. Donc, encore une fois, si la manière y est et qu'il n'y a pas le top 10, c'est pas grave, mais c'est l'objectif que je me fixe en tout cas. Je vais ensuite faire le Millet Trail Courchevel. Donc, voilà, c'est une course qui m'anime et en plus, on peut choisir la distance le jour J. Donc, on peut se laisser un peu porter par nos sensations, dans le positif comme dans le négatif. Et ensuite, ce sera l'OCC qui sera l'objectif majeur de la saison où voilà, là c'est pareil, l'idée serait d'aller chercher un top 10, c'est hyper ambitieux, ça je le sais, mais peut-être aussi atteignable si je mets tout en place. Et je finirai la saison par les Templiers. Surprise, ouais. Ainsi, le 80 km, donc on rallonge encore un peu pour finir la saison, et là je me mets pas d'objectif de place ou quoi, mais je veux juste tenir sur la durée, découvrir et profiter à fond, quoi. C'est un signal peut-être durable d'une aspiration à aller sur encore plus long à moyen terme? C'est ça. À moyen terme, j'aimerais rallonger, mais sans griller les étapes en fait. Tout de suite, je suis pas quelqu'un qui m'entraîne énormément, qui fait énormément de volume. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je mets du temps à justement apprendre à encaisser ce volume. Et du coup, je sais qu'il faut pas que je grille les étapes si je veux être performant sur du long terme. Et en un sport, on peut être performant sur du long terme. Et moi, l'idée serait d'arriver sur des plus longues distances, des ultras d'ici quelques années, ouais. Parfait. Et chez Millet, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager là sur les projets qui t'enthousiasment cette année? Est-ce que c'est sous le sceau du secret ou il y a des choses que tu peux nous dire un peu sur ce qui te fait envie dans ton agenda professionnel? Donc là, on travaille sur 2027. On a bien travaillé sur 2027. C'est un petit peu secret encore les projets sur lesquels on a travaillé. Donc voilà, il faudra attendre un an avant de voir les produits. Mais en tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent et sur lesquelles on a vraiment mis beaucoup de cœur et beaucoup de travail dans ces projets. Donc j'ai hâte justement de voir la sortie en magasin de ces produits parce que là, moi, ça a été ma première vraie collection sur laquelle j'ai travaillé. On a renouvelé beaucoup de choses, on a retravaillé sur beaucoup de produits, aussi bien en sac qu'en textile. Donc voilà. Mais je vais pas gâcher la surprise. On sera là pour observer ça. Si on se retrouve là dans un peu moins d'un an, qu'est-ce que tu voudrais me dire de ton année 2026? Qu'est-ce qui ferait qu'elle sera réussie professionnellement, sportivement? Alors, le principal sera d'avoir trouvé encore cet équilibre, encore cette année, entre le sport, le professionnel et ma vie aussi perso. Je pense qu'un athlète qui est performant ou quelqu'un dans son entreprise qui est performant, c'est quelqu'un qui est épanoui. Et moi, c'est ce que je veux en priorité parce que je pense que c'est essentiel pour durer aussi dans le temps. Et aussi, sportivement, d'avoir un peu réussi mes objectifs, quoi, qui sont de valider justement ces formats 50 km. Peut-être d'atteindre les 2 objectifs que je me suis fixés, mais ça, c'est pas le principal. C'est vraiment de continuer cette progression et de continuer d'être épanoui dans mon activité, c'est le principal. Thomas, c'est la dernière question du podcast. Tu la connais peut-être, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui pourrait résumer, synthétiser ta vision, soit de la discipline, soit plus globalement ta vision de la vie?
Moi, je pense que ce serait justement la patience et une forme de performance. Et voilà, sur la durée. Donc moi, c'est vraiment ça mon mot-clé, c'est patience et voilà, prendre le temps de faire les choses, mais de les faire bien, quoi, par contre. On sent beaucoup de sérénité, en tout cas, dans ta façon d'être. C'est très apaisant. Effectivement, on voit que c'est en tout cas fructueux dans le développement de ta carrière. Merci beaucoup pour notre échange. En tout cas, c'était un super moment comme attendu. C'était chouette de partager ainsi ton double projet et la façon dont Millet t'accompagne dans ta démarche à la fois d'athlète et chef de produit. Merci à Iron et à Millet d'avoir rendu cet échange possible ici au magasin d'Annecy. Et puis, on a hâte de te voir à l'œuvre là sur les sentiers. Tu as un beau calendrier, donc on a hâte de voir la suite tes aventures et puis la prometteuse histoire que tu es en train de construire, on l'a compris, étape par étape avec beaucoup de sagesse. Nul doute que le chemin sera très bon. En tout cas, je te le souhaite très sincèrement. Merci pour ce chouette moment, Thomas. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à Iron et Millet pour l'organisation du podcast. À bientôt. À bientôt.